Dans cet épisode, je vous propose un nouveau format, les héros de la vente. Nous allons aborder un secteur particulier, l'industrie. J'invite en effet Anthony Fernandez, directeur commercial de la société ESAB, pour nous parler de la vente dans le milieu de l'industrie. Anthony va nous expliquer comment aborder ce secteur particulier qu'est l'industrie. Cet épisode est donc le premier d'une petite série que je vais faire sur des verticales de marché. Les deux prochains épisodes seront sur la vente dans le secteur public et la vente dans le luxe. Même si vous ne travaillez pas dans ces segments de marché, vous pouvez y apprendre des choses. Je tiens à m'excuser que sur certaines séquences, j'ai mon micro qui fait des siennes avec quelques frottements. C'est les joies du podcast amateur. Comme vous le savez, j'enregistre, je monte et je publie seul, et je fais ça à côté de mon activité de dirigeant de Vive. Tout ça bénévolement, bien sûr. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez noter le podcast 5 sur 5. Vous pouvez aussi aller suivre notre newsletter Les Héros de la Vente. Et j'ai créé également un playbook de vente où je regroupe tous les conseils du podcast Les Héros de la Vente. Enfin, si vous voulez former vos équipes avec un des coachs de vente qui est passé dans le podcast, contactez-moi. Ces coachs de vente pourront analyser et débriefer les rendez-vous de vos commerciaux pour les monter en compétences. Nous pouvons échanger ensemble pour organiser des sprints de coaching de vente sur 2 ou 3 mois sur un thème qui vous concerne particulièrement, la prospection, la négociation, le closing ou autre. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Fernandez. Anthony, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Anthony, avant de lancer le sujet, peux-tu te présenter aux auditeurs ? Oui, avec plaisir. Donc d'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi de participer à ce podcast en tant qu'invité. Donc je suis Anthony Fernandez, j'ai 49 ans et je suis papa d'un enfant de 17 ans et d'une fille de 11 ans. Je travaille en région parisienne et je réside dans l'Oise, proche de Chantilly. Très bien. Alors Anthony, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Oui, donc mon métier, c'est directeur des ventes pour la zone France Benelux Afrique du Nord, pour la société multinationale ESAB. Donc voilà, donc je suis ravi d'être avec toi et avec les auditeurs aujourd'hui. Très bien. Ça fait combien d'années que tu es dans le secteur de la vente ? Alors moi, j'ai démarré ma carrière dans la vente, donc ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Ok. Bon, bah, du coup, tu as beaucoup de choses à nous partager alors. Oui, beaucoup d'expérience et dans différentes entreprises, différents rôles aussi dans l'entreprise, et des rôles opérationnels et des rôles de direction. Ok. Alors, ce qui est intéressant sur cet épisode, c'est qu'on va traiter d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans les héros de la vente. C'est toi qui m'as proposé ce sujet, je trouvais intéressant de le traiter. Donc, c'est la vente dans le milieu industriel. Donc, c'est vrai que c'est un secteur dont on parle pas beaucoup dans ce podcast. On est plus dans un secteur tech, souvent dans les invités que je propose dans les héros de la vente. Et donc, ça m'intéresse d'aborder ce sujet avec toi. Première question, pourquoi tu voulais nous parler de la vente dans le milieu industriel ? J'imagine qu'il y a des différences avec d'autres milieux. Oui, tout à fait. Donc ça permet d'aborder différents sujets qui sont la vente à des grands comptes ou de la vente à des entreprises de taille intermédiaire ou à des distributeurs de fournitures industrielles. Et je voulais aussi aborder le type de vente que l'on utilise, donc qui est la vente à valeur ajoutée, sur laquelle on a maintenant plus de 5 ans d'expérience. D'accord. Et est-ce qu'on peut commencer à aborder la vente dans le milieu de l'industrie ? Est-ce qu'il y a peut-être des spécificités que tu peux nous donner sur ce secteur-là ? Oui, alors tout d'abord les cycles de vente. On a des Ouais. cycles de vente qui peuvent être moyens ou longs. Donc il y a des cycles euh, on vend à la fois des consommables, donc sur des cycles courts de 1 à 3 mois, et après on a des cycles longs de 3 à 12 mois pour les gros investissements ou pour les projets.
Donc ça, c'est ce qui caractérise la vente en milieu industriel. Ok, ok, très bien. Alors, comment on va aborder la vente dans le milieu industriel? Est-ce que tu veux commencer par, quand tu embauches quelqu'un, par exemple, dans ton entreprise, un commercial notamment, comment tu l'onboardes? Comment tu le formes à ce milieu-là? Est-ce qu'il y a encore une fois des différences que l'on va avoir par rapport à d'autres secteurs? Alors au niveau technique, tout dépend du parcours, du collaborateur, avant de nous rejoindre. La formation, aux produits, à l'utilisation des produits est très importante et aussi, la compréhension, du milieu industriel et des enjeux, et de l'usage des produits, par nos clients. Donc généralement, il y a une formation, technique, une formation à nos méthodes de vente, souvent un accompagnement aussi par un commercial déjà en place et des tournées accompagnées donc, dans un premier temps, faire du terrain avec un commercial plus expérimenté et aussi, avec des tournées avec le manager pour cet onboarding. Donc, généralement, les 3 premiers mois, c'est plus axé sur la formation et ensuite, viennent, l'autonomie et je dirais, l'atteinte des objectifs, dans les mois suivants. Ouais, en fait, donc quand on a préparé cet épisode, c'est vrai que tu m'as pas mal parlé de la technicité de vos ventes et notamment tu m'as parlé beaucoup de ventes complexes dans ce milieu industriel et tu voulais aussi me parler de ce que tu appelais le value add selling, la vente de valeur en fait en français. Oui, tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cette, méthode de vente? Si on peut appeler ça une méthode de vente? Oui, alors c'est une philosophie et une méthode de vente, donc ça nous vient des États-Unis. C'est de travailler sur, la valeur ajoutée, que l'on a pour nos clients, donc qui a 3 composantes, qui est, la valeur ajoutée des produits et services, la valeur ajoutée, de notre entreprise et la valeur ajoutée du commercial lui-même. Donc ça prend en compte, l'ensemble, du parcours d'achat du client et aussi de pouvoir, accompagner, nos clients, sur la durée. Donc de la partie, ça comprend de la partie prospection à la partie, fidélisation. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les composantes de l'entreprise sont impliquées dans la vente à valeur ajoutée. Donc aussi bien, les équipes avant-vente que les équipes après-vente. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses que tu remarques, sur ce secteur qui justement sont compliquées? C'est-à-dire, dans la vente, à des industries, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves, plus compliquées qu'ailleurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les enjeux sont très importants. Donc, ça peut être des enjeux de sécurité, si c'est un pont, si c'est un stade de football ou si c'est du nucléaire. Donc voilà. Donc, j'ai oublié de préciser aussi dans l'entreprise pour laquelle je travaille, hein, donc c'est le groupe ESAB. Nous sommes fabricants de produits d'apport et de machines de soudage et de coupage pour le milieu industriel. Donc, il faut bien comprendre les enjeux, du client et on passe par des phases successives d'essai ou de qualification, des produits. Donc c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est complexe. Il faut de la méthode et il faut aussi, travailler en coopération avec le client. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une collaboration et un travail en mode projet avec le client et de bien, comprendre les enjeux et les besoins du client en posant les bonnes questions et en comprenant bien, ses enjeux. OK, très bien. Hem, Est-ce que dans ces ventes complexes, où tu utilises cette méthode donc, de vente à valeur ajoutée, je garde le mot français, Bien sûr. est-ce que tu distingues un peu des piliers pour être efficace quand tu vends des produits à haute valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a des choses, des fondamentaux vraiment à respecter? Est-ce que, voilà, j'essaye vraiment de comprendre, la spécificité de vos métiers. D'accord, donc il faut être, effectivement,
méthodique. Donc, il faut passer beaucoup de temps en amont du projet pour bien comprendre les enjeux, les problèmes à résoudre, les, les difficultés aussi de mise en œuvre de la solution. Il faut pouvoir convaincre plusieurs interlocuteurs, donc ça c'est important. Donc convaincre plusieurs interlocuteurs au niveau technique, au niveau des achats, au niveau de la direction. C'est parfois sur le cycle long, il faut pouvoir garder, je dirais, la trace des différents échanges. Ouais. Voilà, donc voilà, passer beaucoup de temps en amont, je pense que c'est une des particularités et de pouvoir aussi faire des évaluations techniques, de vraiment évaluer le changement pour le client en termes techniques et en termes humains. D'accord. Et est-ce que quand tu démarches, par exemple, voilà, des grosses industries comme dans le nucléaire, hem, vous y allez à plusieurs ou un commercial, s'occupe de démarcher, de vendre à une entité ou c'est vraiment un travail d'équipe? Comment ça se passe? Voilà, donc le commercial est vraiment le relais pour l'entreprise, pour les deux entreprises. En réalité, il fait le relais au niveau des différents services, mais en fonction de la complexité ou de la technicité du projet, il est accompagné par nos équipes techniques avant-vente. Et il est aussi accompagné pour la mise en place de la solution, l'installation, la formation. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que souvent on travaille en équipe et en mode projet. OK. Et est-ce que tu utilises, des méthodes, dont on parle souvent dans ce podcast, des méthodes un peu justement qui viennent beaucoup de la tech, des méthodes de prospection, sur LinkedIn, des automatisations où finalement ça reste assez, entre guillemets «traditionnel», téléphone, salon, comment ça se passe, tout ce qui touche Alors à la prospection? alors c'est un mix des 2. Ouais, Effectivement, on utilise, les méthodes traditionnelles, hein, qui fonctionnent très bien, effectivement, les salons, le bouche à oreille, heu, physique et le réseau, digital, hein, mais aussi, on utilise, des nouvelles, méthode dont on parle dans le podcast et ça m'intéresse aussi beaucoup. De plus, on a aussi développé une vente de logiciels récemment et donc ça m'a permis, ce podcast m'a permis de comprendre les méthodes de vente dans les startups ou dans les nouvelles technologies. Donc par rapport aux outils, de prospection, on utilise un outil comme Corporama pour avoir des ouais. informations sur les prospects et sur les clients. Et Ça, c'est donc là intéressant. là tu nous dis, Corporama, bon je vois ce que c'est, je l'ai pas testé mais quand tu démarches sur des cibles industrielles, tu as beaucoup de données sur ce logiciel? Tout à fait. Donc, on a les décideurs, le chiffre d'affaires, les données financières. euh, voilà, donc c'est un plus par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou sur LinkedIn. On fait pas de prospection massive, on n'a pas des campagnes de prospection massive. Le milieu industriel que nous on adresse, je dirais, il y a maximum 10 000 entreprises. Et ensuite, voilà, donc euh, les entreprises sont déjà répertoriées, donc c'est plutôt de venir au bon moment. Pour nous, ce qui est important, c'est de venir au moment où il y a des projets et d'entretenir une relation durable. On ne fait pas du one shot. D'accord. Et comment tu le trouves ce bon timing? C'est dans Corporama où tu as des annonces, Pas des forcément. pas Oui, forcément? bah, ça peut être une entreprise qui recrute des soudeurs, par exemple, donc c'est un bon signe, ou généralement, si elle développe son activité, ou alors elle a beaucoup de turnover, et là c'est une autre problématique. Euh, il y a aussi des informations sectorielles. Donc voilà, on suit l'actualité des secteurs. Actuellement, tout ce qui est énergie renouvelable, par exemple, c'est en développement. On suit l'actualité des entreprises. Donc c'est vraiment
un croisement de différentes sources d'informations et ensuite on les processe et au travers de notre CRM, c'est la mémoire de commerciale avec des interactions différentes. Et puis, nous répertorions aussi des personnes clés dans les entreprises, comme les ingénieurs soudeurs. Typiquement, nous les suivons dans leur parcours professionnel et ce sont un petit peu les médecins des industries. C'est eux qui prescrivent aussi ou qui signent et qui valident techniquement les solutions. D'accord. Donc en fait, tu regardes vraiment, ce qu'on appelle les signaux faibles, donc recrutement, promotion, nouveautés et cetera, et ça vous permet effectivement de prospecter au bon moment. C'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez dans le podcast, mais en fait, dans la prospection, tout est affaire de timing, hein. Si tu tombes au moment où ton prospect a un besoin, c'est plus facile de vendre que quand tu l'appelles et qu'il a aucun besoin. Bien sûr, et tous les clients justement sont démarchés de la même manière par toutes les entreprises, donc ça permet effectivement de se différencier et de pouvoir aussi rebondir sur l'actualité du client et se centrer sur le client par rapport à son actualité. Ouais. Alors pour les auditeurs, si vous cherchez des outils pour, trouver les signaux faibles, alors moi j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Nomination, qui fait un peu ce que fait, Corporama, mais effectivement vous avez la possibilité de vous mettre des notifications sur certains secteurs, certaines entreprises, et par exemple voir les entreprises qui recrutent, qui lèvent des fonds, ou d'autres qui font des événements, et ça c'est vraiment une bonne pratique commerciale que vous pouvez mettre en place. En fait, ma question, c'est est-ce que dans Corporama, tu as ce genre de possibilités ou pas forcément? On peut effectivement taguer des entreprises pour pouvoir avoir des alertes. Ouais, C'est un petit peu le même principe que ce que tu as évoqué. d'accord, d'accord. Donc je comprends aujourd'hui dans votre process de vente, donc vous avez bien défini votre, on va dire votre persona, votre cible. Donc tu m'as parlé des soudeurs industriels. Heu, Tu as donc, tes commerciaux qui sont formés à une vente complexe, qui va être technique, qui va être longue, où vous allez avoir plusieurs interlocuteurs. Hem, Avec cette méthode de vente, donc de vente à valeur ajoutée, est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre dans ce process de vente? Est-ce qu'il y a des choses, de qu'on oublie et qu'il faut absolument parler? Bah, ce qui est important, c'est on a processé les différentes étapes du plan de valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, toutes les composantes de l'entreprise sont mises à contribution et ça commence par la définition stratégique des entreprises. Donc, effectivement, on a des entreprises cibles, des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité, les personnes qui sont impliquées dans les décisions. Et aussi, ce qu'on a, c'est qu'on a préparé une liste de questions. Voilà, comment gérer le questionnement, comment poser des questions sur comment les décisions étaient prises dans le passé, et aussi de se projeter dans le futur avec quel type de résultat le client veut obtenir dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Voilà, pour pouvoir vraiment comprendre et établir dans le temps une relation de confiance pour pouvoir accompagner nos clients dans leur amélioration continue ou dans l'amélioration aussi de leur productivité. D'accord, très bien. Et alors au début du podcast, tu nous as dit que donc ça faisait, 25 ans que tu étais dans la vente. Est-ce que, tu as vu des changements sur ces dernières années, sur ce secteur-là en particulier, Bien sûr, de process commerciaux, de rapports avec le client? Est-ce que tu as perçu quelque chose? bien sûr. Donc justement, il y a deux choses. Il y a la digitalisation, donc le parcours d'achat est de plus en plus digital. Donc le client se renseigne ou utilise
avant, le seul point d'information était le commercial. Donc, le commercial avait plus de pouvoir. Aujourd'hui, le client a pris le pouvoir. 60% de son parcours d'achat est fait en ligne et il attend du commercial autre chose que de lui lire une documentation. Il attend du commercial qui comprenne ses enjeux et qui puisse l'aider à trouver une solution qui soit personnalisée et qui soit taillée pour les enjeux, la dimension de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, à la fois les attentes des clients ont changé et les outils ont changé. Donc on est beaucoup plus outillé aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de trouver des informations. Après, ce qui concerne la méthodologie de vente, fondamentalement, il y a des choses qui sont immuables. L'écoute du client, de pouvoir répondre précisément à ses besoins, de pouvoir qualifier les solutions et d'accompagner la mise en place et de pouvoir aussi assurer la prévente de la solution. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est plus compliqué de recruter des commerciaux ou pas forcément? Pas forcément pour nous, d'abord parce que, on a une capacité de formation aussi. Donc nous, on recrute, il y a plusieurs types de commerciaux, soit des personnes qui sont, très techniques, qui ont, ensuite appris la vente, soit des personnes qui sont, très commerciales et auxquelles on enseigne, les fondamentaux, de notre métier. Mais de manière générale, hem c'est c'est difficile, mais de recruter, mais en même temps, je dirais souvent les commerciaux, passent d'une entreprise à l'autre, donc c'est voilà, on on aime bien se piquer, nos commerciaux. Ah bon, vous avez, ouais, vous faites ça avec pas avec vos concurrents ou avec des entreprises qui sont sur des marchés, Soit les concurrents, complémentaires? soit des marchés proches effectivement, mais ça permet aussi aux collaborateurs, de pouvoir, au bout d'un moment, changer aussi d'entreprise et changer hem, d'environnement, de travail, donc c'est assez naturel, mais bon voilà, on n'a pas beaucoup de turnover non plus, je dirais donc nos commerciaux, restent en moyenne, 10 à 15 ans. Ah oui, ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Et est-ce que tu vois, une distinction entre ceux qui ont plutôt un parcours d'ingénieur et d'autres qui ont des parcours, par exemple d'école de commerce, d'école de vente? Est-ce que tu vois une différence, forte entre ces populations ou pas forcément? Oui, il y a une différence. Après, on les positionne aussi sur des clientèles en rapport avec, leurs compétences. À savoir les grands comptes, généralement, ce sont des ingénieurs, qui ont une formation, technique poussée et qui vont, travailler avec les grands comptes. Parce que, là, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de complexité, et avec une formation commerciale, donc là, c'est une double formation ingénieur et formation commerciale. Après, nous avons des clients très variés, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des vendeurs qui sont avec des parcours différents. C'est très enrichissant pour nous et pour nos clients. Donc on a effectivement des distributeurs industriels et des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises aussi. Donc voilà, ils sont positionnés différemment. Après, les deux fonctionnent. OK, très bien. Bah, écoute, c'est intéressant de savoir, que tu peux très bien t'orienter sur une carrière de vente en ayant fait des études d'ingénieur. C'est toujours, intéressant comme cheminement, hein, je pense. Et puisque finalement la vente, tu te rends compte très vite que c'est aussi, ça peut être aussi une science. Bien Donc sûr. ouais, donc c'est vrai dans le milieu industriel, j'imagine que vous avez sans doute ce profil, heu, de manière un peu plus récurrente que dans d'autres secteurs, je pense. Oui, après, ce qu'il faut, c'est beaucoup de rigueur aussi, parce que Ouais. voilà, on est dans du process. Des usines, ça tourne avec des process. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin de pouvoir être rigoureux dans l'approche, de faire des bonnes préconisations et aussi de bien, voilà, d'être vraiment
très très compétent sur les aciers, les nuances des aciers, les nuances des différents métaux et aussi des résultats qui doivent être obtenus par le client. D'accord. Bah, écoute, intéressant. J'ai une question, j'essaie de réfléchir à des nouvelles questions là pour le podcast, donc je vais en tester une nouvelle. Donc tu es en avant-première entre nous. C'est gentil. Je me demandais, c'est des questions que je vais poser donc à tous les invités, donc tu pourras écouter les autres invités leurs réponses. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui pour donner une compétence à tes commerciaux, à ton équipe, et notamment par exemple par une formation, quelles compétences tu leur donnerais ou quels points tu souhaiterais améliorer dans tes équipes? Ça, c'est une excellente question. Je dirais, si on se réfère à l'actualité aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir gérer des rendez-vous en distanciel. Ça a été très compliqué. Nous, on fait beaucoup de visites. Généralement, il faut 5-6 visites avant de décrocher une vente. Et pour un projet, il y a 2-3 visites. Donc, c'est vrai que le fait de devoir faire des rendez-vous à distance, je dirais, si j'avais une baguette magique immédiate, ça pourrait être celle-ci de donner toutes les compétences et tous les outils pour pouvoir bien gérer aussi des rendez-vous à distance. Ouais, parce que donc, ouais, dans cette dernière année, vous avez dû, bah, j'imagine comme beaucoup de commerciaux, switcher donc des rendez-vous présentiels aux rendez-vous en visio. Et tes équipes, ça va maintenant, elles sont opérationnelles ou il y a encore un peu de résistance? Comment ça se passe? Comment a Non, été ça fait s'est ce fait changement? par la force des choses, ça s'est fait très rapidement. Après, on peut pas tout faire à distance parce qu'une visite d'atelier, d'aller voir réellement comment ça se passe, la production, ça, il faut le faire en présentiel. Mais des rendez-vous intermédiaires, de pouvoir valider des éléments techniques, de pouvoir faire une présentation, ça peut se faire aussi à distance. Donc simplement, on est obligé d'adapter au format et aussi il y avait beaucoup de perte de temps avec les outils au début parce que voilà, Ouais, parfois la technique nous trahissait, mais sinon non, ça se fait bien. Et après sur les compétences, c'est euh, c'est vraiment de pouvoir poser les bonnes questions au bon moment et de pouvoir s'adapter à l'interlocuteur. Mais c'est pas voilà, c'est pas du domaine de la magie, c'est du domaine de l'entraînement. ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, bien sûr. Et est-ce que dans ton management de tes équipes à distance aujourd'hui, comment tu procèdes? Est-ce que tu as des points que tu fixes chaque semaine, chaque jour? Ça m'intéresse d'avoir ton retour d'expérience de directeur commercial expérimenté. Comment tu gères ça aujourd'hui? Donc nous, on avait déjà institué on a un weekly meeting, donc un point hebdomadaire sur la revue du portefeuille d'offres et d'opportunités. Donc voilà, il y a déjà un échange formel une fois par semaine et ensuite des échanges plus transactionnels tous les jours pour l'actualité et le suivi des dossiers. Mais sinon, une fois par semaine, ça permet de se poser et de voir voilà, quels sont les projets en cours, où on en est dans tel et tel projet, éventuellement s'il y a des problématiques ou s'il y a besoin d'impliquer d'autres personnes dans le projet au niveau de l'entreprise. Ok, très bien. Très bien. Et tu nous as dit aussi, Anthony, que tu as travaillé dans des sociétés de tailles différentes. Oui. Est-ce que tu as, des tailles qui te plaisent plus que d'autres tailles ou pour toi, à chaque fois, c'est des expériences différentes et, euh, et c'est aussi bien de travailler dans une petite entreprise qu'un grand groupe? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Tu as un retour Oui, d'expérience là-dessus? oui, effectivement. Bon, après, il y a aussi travailler dans une filiale de grand groupe, hein, ce qui est mon cas. Ouais, Je dirais dans plus l'entreprise est de petite taille et plus, je dirais, l'ensemble des collaborateurs peuvent être informés en temps réel ou quasi réel de différents éléments. Les décisions peuvent se prendre aussi plus rapidement.
Après, l'intérêt d'un grand groupe, c'est qu'on a plus de moyens. De manière générale, on a plus de moyens pour pouvoir apprendre, pour pouvoir travailler. Donc voilà, c'est les deux sont intéressants. Après, ça dépend de la personnalité de chacun et du moment dans quelle partie de carrière on est. Je pense que c'est intéressant quand même de travailler dans les deux types d'entreprises, puisque on apprend à faire beaucoup avec peu aussi dans des entreprises en croissance ou des entreprises de plus petite taille. Et puis, ce qui est intéressant dans un grand groupe, c'est que voilà, c'est aussi structuré. Il y a plus d'outils et plus voilà, en termes d'environnement. Normalement, voilà, c'est plus de moyens et plus d'outils. Ok, merci Anthony. Ben, écoute, on arrive à la trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la vente dans le milieu industriel avant de passer aux dernières questions? Oui, peut-être préciser davantage le value selling, hein. Donc Ouais, ça a été développé par Tom Reilly, donc dans les années 80, je pense, et son fils Paul Reilly a continué. Donc il y a un livre qui est le Value Added Selling, qui est ok. en anglais uniquement, mais qui est très très intéressant sur. C'est un positionnement sur la valeur ajoutée et sur euh, je dirais, le valeur ajoutée et chaleur ajoutée dans le sens où soigner la relation avec le client, personnaliser, rappeler au client euh, tout ce qu'on fait pour lui. L'idée principale, c'est de pouvoir écarter la discussion du prix et de pouvoir concentrer la discussion sur la valeur et sur ce que cela apporte à court, moyen et long terme pour le client. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les outils de retour sur investissement, de pouvoir évaluer financièrement l'intérêt de la solution. Donc ça permet, en plus de la validation technique, de pouvoir valider avec les directions générales ou les directions financières l'intérêt d'investir ou l'intérêt d'acheter telle solution plutôt qu'une autre. Oui, tu fais un travail sur le retour sur investissement et tu arrives à un moment donné à calculer en fait le bénéfice de travailler avec toi ou à l'inverse la perte qu'engendrerait de la non-collaboration avec ta société. Voilà, donc dès le début du projet, on cherche aussi à valoriser quelles sont les pertes actuelles de la solution du client, combien ça lui coûte en travail de reprise, de défaut, combien ça lui coûte en nettoyage de pièces, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment de quantifier Ouais. l'ensemble des opérations et de pouvoir démontrer que c'est financièrement intéressant pour lui d'opter pour la solution que nous proposons. Ouais, c'est vrai que quand on arrive à faire ça dans le process de vente, c'est-à-dire quantifier la douleur de ne pas travailler avec sa société, là on a passé un cap dans la vente et on pourra normalement closer plus rapidement et mieux. Voilà. Et l'autre élément que je voudrais rajouter, c'est aussi une danse qui se danse à deux avec le client. Et c'est très important de se centrer sur le client et sur son cycle de vente pour pouvoir l'accompagner dans les différentes phases, que ce soit bâtir le cahier des charges pour être. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'être en amont des affaires, de pouvoir aider à la mise en place du cahier des charges, d'aider à la définition d'achat, donc de travailler en amont avec les services techniques, avec les services achats, et de rentrer vraiment dans l'écosystème du client pour pouvoir quelque part devenir presque indispensable dans le process d'achat et d'être autre chose qu'un fournisseur, mais d'être réellement un partenaire technique et commercial, et aussi de pouvoir, au-delà du produit, pouvoir apporter des solutions logistiques, des solutions de formation, des solutions d'accompagnement après-vente. Donc voilà, vraiment de couvrir l'ensemble des problématiques du client et pas simplement d'être euh, vendeur de produits ou vendeur de solutions, mais réellement partenaire de la société. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans ce podcast, hein, c'est
la posture du commercial aujourd'hui, c'est vraiment celle d'un consultant en fait, et qui peut adresser plusieurs solutions pour plusieurs problèmes et accompagner son client au-delà du produit vendu. Tout à fait. Ben Aussi, écoute, comprendre l'urgence du projet, et de pouvoir vraiment, idéalement, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner le client et du coup, on n'a pas besoin de relancer en permanence, de se mettre d'accord aussi sur le planning et de la date butoir du projet pour pouvoir travailler et établir un planning commun avec le client et ensuite suivre toutes les étapes et comprendre aussi combien de temps ça prend au niveau des achats, au niveau juridique. Voilà, vraiment de prendre l'ensemble des éléments. Et cette méthode, par une checklist, permet de ne pas sous-estimer ou surestimer une étape et de pouvoir adapter réellement euh, à la fois notre présentation de la solution, mais aussi de nous adapter à chacun des interlocuteurs chez le client. d'accord, cette checklist-là, donc j'imagine chacun de tes commerciaux la possède. Bien sûr, voilà, donc dans le CRM, il y a les différentes étapes et donc ça permet le CRM est calé sur la méthodologie. Donc la première approche, c'est de vraiment faire la cartographie du client, de son potentiel, de l'organigramme, du sociogramme, vraiment de la connaissance du client et ensuite de travailler en méthode projet, de savoir quelle est la date butoir, quels sont les enjeux, qui décide, quelle est la faisabilité technique, et ainsi de suite. Donc vraiment d'avoir d'avoir une méthode de vente, ça permet de gagner du temps et de ne pas oublier des étapes. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu arrives avec ton client à mettre en place un agenda partagé, à mettre comment dire, une sorte de timeline Oui, sur le projet. sur les gros projets, oui, parce que souvent, nos clients eux-mêmes ont des clients. Et quand ils investissent, c'est qu'ils ont un besoin. Et la plupart les plus grosses opportunités pour nous, c'est lorsque un client commence des nouvelles pièces ou une nouvelle activité. Donc lui-même, il met des choses en place par rapport à un projet qui doit signer. Donc voilà, s'il doit lui être prêt à telle date, on fait un rétro-planning et ça nous permet de savoir à quel moment il faut valider techniquement, à quel moment il doit passer sa commande, puisque après, voilà, on peut établir le délai de livraison, le délai de formation et de mise en place et le onboarding de la solution. Ok. Bah, écoute, ça c'est aussi une très bonne pratique à mettre en place si les auditeurs veulent changer des choses dans leur process. Mettre en place des timelines partagées avec vos prospects, c'est très bien. Écoute, très bien, Anthony, ben si tu le veux bien, on va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Très bien. Alors, est-ce que tu as des contenus à nous conseiller sur la vente? Oui, alors moi, c'est vrai, c'est mon métier, mais c'est aussi, je suis très fan de différents contenus. Donc, déjà le livre, hein, le Value Added Selling, quatrième Ouais. édition, pour ceux qui veulent découvrir davantage la vente à valeur ajoutée. Les podcasts, les héros de la vente, évidemment. Hein, c'est pour ça que Merci. je suis là aujourd'hui. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, puisqu'on a, ça permet euh, d'avoir des bonnes pratiques, des bonnes idées. Donc, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le format podcast. Ça permet de faire autre chose aussi, de courir, de s'aérer, de marcher et d'apprendre quelque chose. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a aussi un autre podcast qui est en anglais, c'est le Q&A Sales podcast de Paul Rey, donc toujours dans le Value Added Selling. Ok. Quoi d'autre? J'aime bien les conférences et les livres de Michael Aguilar. Ouais, bah écoute, j'espère qu'il passera dans le podcast un jour. Oui, c'est la méga star, hein, donc il faut attendre. Voilà. Non, mais c'est voilà, très, 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 très intéressant. Quoi d'autre? Donc oui, c'est beaucoup c'est beaucoup il y a il y a beaucoup de livres sur la vente. Après, les livres ont tendance
à être un petit peu sur les mêmes thématiques. Après, moi, je me suis intéressé aussi à des méthodes complémentaires comme le MEDIC, donc qui sont aussi intéressantes de connaître, qui sont très proches du value added selling, puisqu'on a aussi ces notions économiques, ces notions de décisionnaire et de process. Voilà, donc ça peut être aussi complémentaire. Ok, bah écoute, merci pour ces conseils de lecture notamment, ou d'écoute. Est-ce que tu as aussi des outils qui t'aident au quotidien à être efficace? Ça peut être des routines, des applications. Alors Est-ce que des tu as ça? routines, oui. Est-ce que si le sommeil est une routine, j'ai le sommeil. C'est très important pour avoir un très bon niveau d'énergie. Ouais, Après, moi, j'aime bien aussi organiser mes journées. Donc, j'aime bien me noter 5 objectifs dans la journée, qui sont des objectifs d'ordre strictement professionnel et personnel. Comme ça, on est satisfait en fin de journée d'avoir accompli ces objectifs. L'autre chose aussi, c'est de prévoir du temps pour, enfin programmer au maximum. Moi, je prévois 70% des plages horaires dans une année pour les meetings, pour les rendez-vous, pour les rendez-vous avec les partenaires, même les rendez-vous que j'ai pas. Donc ça me permet moi de rester maître de mon agenda. Donc je programme à l'avance et je prévois 30% du temps pour les imprévus. d'accord, très Donc bien. du coup, j'ai toujours du temps pour les imprévus. D'accord, tu prépares ta journée la veille ou carrément la Non, semaine dans d'avant? Outlook, j'ai des routines, c'est-à-dire que tous les lundis matins, j'ai ma réunion vente et marketing. Tous les mardis après-midi, j'ai ma réunion sur la partie communication et aussi action de produits et marketing. Plus axé marketing, mais voilà, c'est vraiment des routines. Donc dans mon agenda, c'est bloqué du début à la fin de l'année, donc de manière répétitive. Donc moi, ça me permet d'avoir des routines et aussi pour les collaborateurs, ils savent quel jour et quelle heure de la semaine on va travailler ensemble. Ok. Bah, écoute, effectivement, c'est un moyen d'être très efficace, d'avoir ce genre de planning et puis de laisser, comme tu dis, une partie libre pour les impondérables. Enfin, elle est réservée en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle est réservée dans mon agenda comme imprévu. D'accord. C'est-à-dire que ça, voilà, donc à moins que ça soit vraiment urgent à la minute, mais ça me permet de dire à un client, je vous rappelle dans une heure, et après j'aurai une heure, je peux prendre une heure avec lui quasiment tous les jours. Bon, bah ouais, écoute, c'est parfait. Est-ce qu'il y a je te pose les deux dernières questions et comme ça tu gères ton timing comme tu le souhaites. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière, mais surtout qui t'a appris quelque chose? Et si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? D'accord, très bien. Bah, la vente la plus belle, c'est toujours la dernière. Ouais, Comme tous les vendeurs, mais il y en a une qui a marqué ma carrière parce que je l'ai travaillé en ayant 2 fonctions dans l'entreprise. Donc j'étais au niveau commercial sédentaire et ensuite j'avais une fonction responsable produit et j'avais commencé cette affaire en étant dans un rôle et ensuite dans l'autre. Donc ce que ça m'a appris, c'était une affaire qui était relativement importante, c'était 200 000 euros. C'était il y a quelques années déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait peu de chances que ça aboutisse. Mais en répondant parfaitement au cahier des charges et en répondant à toutes les demandes du client, il y a une confiance qui s'est établie et petit à petit, ça m'a conforté dans voilà, on avait 10% de chance et petit à petit on a augmenté et c'est vraiment en se concentrant sur les besoins, sur les enjeux, sur le timing du client et puis j'avais un intérêt aussi à ce que ça se passe bien. J'étais assez récent dans l'entreprise et voilà, donc c'était une vente à l'international pour l'Algérie, donc un pays où il n'est pas simple d'exporter. Et il y avait beaucoup de documents à fournir, beaucoup de contraintes logistiques, etc. Et voilà, donc je dirais il faut persévérer et aussi persévérer, mais pas
pas vivre d'espoir, mais vivre d'étapes en fait. Donc ce qui avait été intéressant, c'est qu'on avait séquencé et à chaque étape, il y avait une validation du client et il disait voilà, on est content, on avance bien. Et donc voilà, donc c'est une vente aussi, on avait travaillé en équipe, donc voilà, donc les ventes en équipe et les ventes où euh, les ventes, on a tout pour vendre et on vend, je dirais, on est content, mais là, on est très content, c'est que voilà, c'était une vente où vraiment on avait peut-être 10% de chance de pouvoir vendre et ça s'est très bien passé sur un délai relativement long aussi, 6 mois de travail pour aboutir à ce résultat. D'accord, donc persévérance, mais aussi Organisation, organisation, process. exactement, et l'écoute du client et de pouvoir répondre vraiment précisément à plein de demandes. Donc voilà, des cahiers des charges en français, en anglais, plein de petites choses qui étaient demandées, sur lesquelles on a travaillé pour trouver des solutions et au final, ça a été payant. Ok, très bien. Et donc, si tu peux inviter quelqu'un sur ce podcast, tu me proposes qui? Alors je vais proposer, j'espère que ça n'a pas été proposé encore, c'est Michel Poulart. Pourquoi Michel Poulard? Donc c'est un ancien commercial. Ouais, S'il vient, il expliquera lui-même, hein, donc je ne veux pas trop en dire. Et c'est un conférencier international. Il est CSP, donc c'est le top du top en termes de conférenciers. Je crois qu'il y a 3 conférenciers français qui ont cette certification-là. Et il ouais. est spécialisé dans l'optimisme. Et je trouve ça intéressant, donc parce que voilà, voilà, il est intéressant parce qu'il a été commercial, parce qu'il est entrepreneur et parce que je pense qu'on a tous besoin aussi d'être optimiste et de pouvoir aussi rebondir rapidement dans la vente, voilà, de pouvoir échouer, apprendre, se relever. Et je pense qu'il en parlera très très bien. Ouais, bah écoute, je n'ai pas eu, on ne me l'a pas encore proposé, donc c'est très bien, je vais lui envoyer un petit message. Oui, tu peux même Pour- voilà, citer mon nom parce que voilà, ça peut aider donc sur LinkedIn, hein. Ok, bah écoute, parfait. Anthony, si on veut te contacter, on peut te contacter via LinkedIn? Oui, donc LinkedIn, voilà, c'est une des manières rapides et faciles de me contacter. Sinon, ESAB, donc ESAB, donc sur le site, il y a aussi un formulaire de contact. Donc ça peut être d'une manière ou d'une autre. Ok, ben n'hésitez pas à contacter Anthony si vous voulez en savoir plus sur le milieu industriel et comment, pourquoi pas faire carrière dans la vente dans ce milieu-là. Vous recrutez d'ailleurs, Anthony, ou en ce moment c'est Alors, sur tout de pause? suite, non, mais oui, il nous arrive de recruter donc des techniciens et des technico-commerciaux. Ce qui est intéressant effectivement, sur, ce métier, c'est de, pouvoir, visiter et travailler avec toutes les industries, que ce soit des fabricants, ferroviaires, l'automobile, les bateaux, enfin voilà, c'est vraiment, partout où il y a du métal, et dans tout type de construction, tout type de taille d'entreprise. Donc, c'est très intéressant. On peut apprendre beaucoup et aussi prendre du plaisir. Ok, ben écoute, merci pour ce mot de la fin. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 ce podcast, ça m'aide à être plus visible dans les classements. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des propositions de sujets ou à vous proposer si vous voulez intervenir sur un sujet autour de la vente. Anthony, à très bientôt. Merci encore pour ta disponibilité. Bah, merci, c'était un grand plaisir. J'étais vraiment ravi et honoré de pouvoir partager ce moment avec toi et avec les auditeurs. Super, ben merci et à bientôt alors. À bientôt. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.